Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro et dernier numéro de Nona-sur-Mer de la saison. On est à Bordeaux pour l'ouverture forcément du musée de la mer et de la marine, n'est-ce pas Guillaume? Ouais, ce qui va nous permettre de parler bateaux et patrimoine maritime. On ira voir le Joshua, on ira voir tous ces bateaux qui font l'histoire de la marine française. Il y en a aussi beaucoup ici, on le verra tout à l'heure Parce que avec d'ailleurs Tanguy. Tanguy est à Larawak, lui, sur le fleuve. Un tonnier qui est basé ici et qui fait de l'insertion, on le verra tout à l'heure avec lui. Et là on va voir Norbert. On va, celui qui est à l'origine de tout ça. On y va. Là on va montrer aux gens, aux téléspectateurs, l'envers du décor un petit peu. Voilà, et avec en chef guide Norbert Fradin. Bonjour Norbert. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous accueillir chez vous parce que c'est votre musée. Un peu. Ouais. Nous œuvrons depuis maintenant 3 ans d'une manière constante. C'est un musée transversal, c'est-à-dire qu'en même temps, on va parler bien sûr de l'histoire de la navigation, depuis l'origine jusqu'à nos jours, jusqu'au XXIe siècle, mais aussi de l'histoire des océans, de ce qui se passe aujourd'hui dans les océans, de ce qui s'est passé hier, tout ce que l'on peut découvrir jour par jour, les nouvelles espèces, etc. Je rebondis sur les espèces, c'est quoi qu'est-ce que fait cet ours polaire? Ah oui, c'est une belle question. Et quel ours? L'un des derniers 2 peut-être. 2,70 m de hauteur. Quand on se voit à côté, nous sommes des nains. Il vaut mieux le voir d'ailleurs comme ça que dans la réalité. Moi je me rappelle, on s'était rencontrés en 2016-2017. À l'origine du projet, les premières pierres étaient installées. Et moi ce qui m'avait surpris, en tant que journaliste, j'avais dit, Monsieur Fradin, bonjour, le financement c'est quoi? État, département, région, ville? Non, vous m'avez dit, non, c'est mon financement, je me le finance moi-même. C'est ma façon de participer à la préservation un peu du patrimoine, de la culture. Avant d'aller découvrir le parcours permanent, je te propose de revenir en 2016, précisément quand tu étais venu. À l'époque, c'était la pose de la première pierre, pour comprendre un petit peu comment a pu naître cette aventure un peu folle d'un seul homme de créer le musée Mer Marine dans lequel on est aujourd'hui. Ce voilier, le vendredi 13, est un véritable monstre. C'est, entendez bien, le plus grand voilier qu'on ait jamais construit pour un homme seul. Vendredi 13, un bateau de légende qui pourrissait sur les quais de Bordeaux. Aujourd'hui, l'épave se refait une peau neuve. Ce bateau est véritablement un emblème absolu pour un tas de marins, un tas de skippers. Donc je crois que c'est une vraie émotion d'arriver à faire renaître et revivre ce bateau qui le mérite amplement. Dans quelques mois, Vendredi 13 sera remis à l'eau, le chef de file d'une flottille historique, stockée à terre pour l'instant. Sympa, hein? Des voiliers de légende comme l'ex-défi français, racheté par China Team, des bateaux à moteur, à vapeur, presque tout ce qui navigue en fait, récupérés un peu partout et bientôt amarrés à leur propre musée. Les bateaux sont un peu les délaissés, mais il y a vraiment aujourd'hui une vague de fond qui est en train de se produire, de manière à ce que notre patrimoine maritime soit à nouveau préservé, restauré. Je crois beaucoup à cet effet d'exemplarité que doit montrer justement un lieu culturel dédié à la mer et à la marine. Le passé maritime s'impose à nous. L'histoire récente de l'Hermione en est la parfaite illustration. L'homme d'affaires, lui, l'a compris. Son musée ouvrira en 2018. Norbert, on s'était vu, comme on vient de le voir, il y a 3 ans maintenant. Là, on est juste avant l'ouverture, hein, donc c'est le dernier rush. Oui. Tout le monde s'active. Oui. Hein, Oui. c'est oui. c'est une course de fond. Hein, C'est la folie, là. C'est une espèce de truc de bouillonnement, avec des moments d'optimisme, des moments de stress, des moments d'abattement aussi. Enfin, voilà, tout est là. Toute la vie en l'espace de quelques jours. On est dans la salle principale, si j'ose dire, en tout cas, où là on entre, on prend de plein fouet tous les bateaux, à commencer par celui-là, le Batavia, qui a une histoire incroyable. Assez C'est la incroyable. réplique de ce bateau. Fait naufrage, il s'échoue, il y a des actes de cannibalisme. Enfin, c'est une histoire absolument terrible, le Batavia. Celui-ci est incroyable, parce que tu me disais qu'il y avait un morceau du cercueil de Napoléon. Tout à fait. Parce que c'est ce bateau qui l'a ramené. Absolument. C'est une réplique de la Belle Poule, on en a 2 autres, de la 2e Belle Poule, puisqu'il y en a eu plusieurs. Voilà. Et c'est le bateau qui a ramené les cendres de Napoléon depuis l'île de Sainte-Hélène. Et ce bateau, cette maquette a été fabriquée
avec des morceaux de bois d'un vaisseau, d'un autre vaisseau, et à l'intérieur, il y a un morceau du cercueil de Napoléon. On va s'approcher des ex-voto. Tu vas nous expliquer tous ces bateaux suspendus que les gens peuvent avoir aperçus dans des chapelles près de la mer et qui se demandent à quoi servaient ces ex-voto. Certains marins qui étaient habiles de leurs mains fabriquaient des maquettes de bateaux, des modèles de bateaux, et les offraient pour s'attirer ou remercier d'avoir survécu à un naufrage, ou s'attirer les bonnes grâces. Pour conjurer le mauvais sort. Pour conjurer un peu le mauvais sort. Il y en a à peu près 70, et qui représentent un petit peu une grosse partie des types de bateaux. Il y a des bateaux de guerre, des bateaux de commerce. Toi qui es un passionné de mer, de culture maritime, Bernard Moitessier, Joshua, ça te parle forcément? Bien sûr. Oui, écoute, bien sûr. nous on a eu la chance d'embarquer à bord de Joshua, c'était pendant la semaine du Golfe il y a quelques semaines. On va le regarder et je t'emmène à bord de Joshua, tu vas voir, pour vivre une super aventure. Formidable. Une coque rouge, cabossée par la vie. Des filières noires et des bons vieux winch Goyo. Oui, madame, vous ne rêvez pas, c'est bien lui. Jojo. Pour tous les gens de mer, ce ketch-là inspire immédiatement de l'affection et du respect. Mais depuis le temps, rien qui ne surprenne vraiment les bénévoles de l'association des Amis du Musée Maritime. Car ils le savent, naviguer sur Joshua, c'est bien sûr un plaisir immense, mais c'est aussi une mission. Tout le monde le salue quand on le croise. C'est un monument d'histoire, c'est un monument de la plaisance. Et on est là pour la perpétuer en quelque sorte et la transmettre. Patrice Pellouin est un des 12 chefs de bord bénévoles du bateau. Près de 150 jours par an, il sillonne la façade atlantique, tenant ainsi une vieille promesse qui avait été faite à Bernard Moitessier lui-même. C'était en septembre 1990, dans les Pertuis charentais. Ça a été un des plus grands flashs de ma vie. Il y a 6 ans, j'avais plus de bateau. Et puis brusquement, paf, je me retrouve sur mon bateau qui était mort en principe. Il est entre de bonnes mains à La Rochelle. Hein. Entre de bonnes mains, oui. Car pour être chef de bord de Joshua, il faut bien sûr être un bon marin, mais pas seulement. Il faut acquérir le fonctionnement du bateau, mais il faut aussi acquérir la dimension historique. Pour pouvoir répondre à des questions. Et ça ne se fait pas comme ça, mais sur une saison, 2 saisons, on peut, si on a les compétences bien sûr, on peut être chef de bord du Joshua. Donc il n'y a qu'une seule vitesse sur cela. Ah ouais, il n'y a qu'une seule vitesse. Le petit bruit. Le petit bruit Goyo. Toutes les gens qui viennent sur le bateau, ils restent facilement pendant 1 heure et demie des fois à discuter. C'est vraiment une ambiance sympathique, quoi. Il y a toujours un rapport de confiance, d'amitié. Je l'ai repéré tout de suite, j'ai su que c'était Joshua sans voir le nom. Ouais. Ah ben ça fait partie des gens que l'on respecte et on enlève son chapeau. Car c'est aussi ça la magie d'un bateau, bien plus qu'une coque et des voiles, l'histoire universelle de l'homme et de la mer. Allez, de retour ici au musée de la mer et de la marine, à côté de l'April Fool. C'est un petit bateau d'1,50 m, à bord duquel un Néo-Zélandais a traversé l'Atlantique. Vous voyez ici, il y avait juste un mât. Je me demande si Tanguy Squazek aurait pu la faire, vu sa grande taille. On va le retrouver d'ailleurs à bord de l'Arawak, un autre bateau historique de Bordeaux. Oui Olivier, enfin on n'est pas tout à fait à bord encore, on est juste devant l'Arawak avec Dominique, merci de nous accueillir. L'Arawak, c'est un tonnier. L'Arawak, c'est un chalutier-tonnier en bois qui est classé au patrimoine, qui s'appelait le refuge des marins quand il était à la pêche. Il a été construit quand ce bateau? Il a été construit en 1954 au Sable d'Olonne pour pêcher à Etel. Il pêchait au chalut latéral l'hiver dans les mers froides entre l'Irlande et l'Angleterre, et ensuite il pêchait le thon avec les grandes cannes à pêche, les tangons, qui se déployaient sur les côtés, et là il descendait vers l'Espagne, vers le sud. La cale à poissons a été aménagée en couchage, on peut vivre à 20 personnes à bord de ce bateau. Comme l'an dernier, lorsque le bateau a fait la Tall Ship Regatta entre Dublin et Bordeaux, il y avait 19 personnes à bord, et donc 9 jours sans escale. Tall Ship Regatta que, au passage, vous avez gagné, bravo. Donc nous accueillons, comme aujourd'hui, le grand public pour des découvertes culturelles et patrimoniales. Ensuite, nous accueillons des jeunes un peu perdus et des personnes handicapées, des personnes en rémission de maladie. Il y a tout un pôle insertion avec des jeunes et, on dit, des personnes malmenées par la vie.
Et je vous présente Martin. Bonjour Martin, enchanté. Et Martin, marin à bord? Alors en service civique. D'accord. Et alors comment ça se passe justement ces échanges dont Dominique parle? C'est pas compliqué quand on a des publics à problème? Moi j'ai pas trouvé, parce que généralement c'était des jeunes qui, aussi des moins jeunes, qui étaient ultra motivés d'être là. Et moi je trouve que le fait de changer d'environnement, il se découvre aussi des capacités qu'il ne connaissait pas. On peut ranger du monde quand même là. 17 personnes dans cette partie du bateau. Voilà, après la partie qui est juste au-dessus de nous, qui est vitrée, c'est la partie du coup permettait de descendre le poisson et c'est aussi la partie par laquelle on peut sortir le moteur, donc par un système de grue. Et après ce qui est aussi assez marrant, c'est qu'on voit en fait toute la structure du bateau. Il n'y avait pas de plan, c'était uniquement c'était du travail traditionnel et là il y a eu 3 bateaux comme l'Arawak. Toi tu peux être amené à intervenir techniquement justement sur le bateau comme ça en mer? Pour faire des réparations? Ouais. J'en ai fait partout tout le temps cet hiver. Au fur et à mesure, avec les bonnes personnes, du coup, on m'a appris à travailler le bois, on m'a appris à faire des nœuds. Enfin, pour faire des réparations, on m'a appris à aller dans le mât pour faire des réparations, alors que je ne savais pas faire tout ça. En fait, il faut juste de la volonté et après, c'est bon. Comme tu dis, il faut des savoirs à ce moment-là. Il y a des gens qui t'ont appris, il faut des savoirs. Quand des bateaux comme celui-ci, il n'en reste plus qu'un seul à naviguer, par exemple, ici à Bordeaux, les connaissances, elles pourraient se perdre. Non, parce qu'il y a des gens qui les entretiennent. Regardez, par exemple, ce reportage. Ça, c'est un bateau qui a été fait il y a presque 10 ans. Donc il a pas mal navigué. Il est là parce qu'il va être repeint, quoi. Là, c'est un bateau avec des formes très en V. Donc très efficace à l'aviron et en même temps un très bon bateau à la voile. Dans son atelier situé au bord de l'Adour à Guiches, Philippe assemble les premiers couples et cloisons du futur bateau que lui a commandé un client, un canot. Le canot, petit bateau en bois, semblable au baquet-les-coups, cette petite embarcation de pêche typique des anciennes constructions navales du Pays Basque. À la différence du baquet-les-coups qui a un arrière, ce qu'on appelle un arrière traînière, un arrière pincé, là l'arrière est coupé avec ce qu'on appelle un tableau arrière. Voilà. Donc ça, ce sont des formes complètement traditionnelles. En fait, j'ai réalisé à peu près le même bateau il y a une dizaine d'années et je m'étais inspiré d'un vieux canot dont j'avais relevé les formes à Pachaia et qui servait pour le passage des gens entre San Juan et San Pedro. Philippe a fait de sa passion un métier. Voilà près de 20 ans que ce menuisier consacre ses journées à la fabrication de bateaux, voiles ou avirons, inspirés des embarcations traditionnelles. En s'adaptant à l'envie de ses clients, ce petit bateau à fond plat, par exemple, est constitué de 2 parties qui s'assemblent, facilement transportables en voiture. La passion des bateaux en bois, la préservation d'un patrimoine maritime, c'est aussi ce qui anime le Lusien Peyo Echeverria. Moi, depuis tout gosse, je vais en mer ici avec Hitachi, au Chipiron, lever les filets de rouget. Et bon, et maintenant que je suis à la retraite, je profite à davantage. Il y a 7 ans, Peyo a racheté et rénové le Perrocher, un bateau de pêche typique du Pays Basque construit dans les années 60 par les chantiers marins à Cibourg. Un bateau qui, à ses yeux, a une valeur inestimable. Ça fait partie du patrimoine aussi. Parce que bon, en une vingtaine d'années, il y a plus de 30 bateaux qui sont partis à la casse. Des bateaux de ce type-là, quoi. Ça fait mal au cœur, quoi. Alors, quand je rentre habituellement, je salue la famille au cimetière Larin, là, Hitachi Aïta. Alors quand j'ai rien pêché, je fais comme ça. Et quand j'ai pêché, là, je suis content. Actuellement, l'association Egurrezkoa restaure 2 bateaux, dont l'Ameshlari, qui se traduit en basque par rêveur, un mot qui correspond bien à l'une de ses nouvelles propriétaires. 5 qui travaillent et 5 qui regardent. Voyant les bateaux comme ça à l'abandon, et un jour je me suis décidée, et puis j'ai rencontré ce groupe de personnes qui étaient passionnées par les bateaux,
me suis dit, bon allez, on tente l'aventure avec eux. Et on a eu la chance de récupérer ce vieux bateau à l'abandon. Donc c'était l'opportunité pour pouvoir le refaire vivre et lui redonner une âme. Comme l'Escata, le Péroché et bientôt la Mèchlari, ces passionnés espèrent que d'autres trésors maritimes pourront à nouveau voguer sur les eaux de la Nivelle. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors donc là, je suis en train de remonter les haubans de l'Amerigo Vespucci. C'est un nom qui me parle, ça. C'est le bateau amiral de la marine italienne. D'accord. Voilà. Donc, il a fallu le démonter pour pouvoir... Il a fallu le démonter puisque ça fait presque 3 mètres en hauteur et ça passait pas dans les camions. Alors ça va te prendre moins de temps là, juste de remonter les haubans que de le faire. Combien de temps ça va me prendre presque autant de temps à tout remonter qu'à faire le bateau. Hein. Combien de temps ça t'a pris là de faire ce bateau? Alors là, il y a 1 an de travail à peu près, il y a 2500 à 3000 heures de travail. Il y a plus de 20 000 pièces de fabriquées, parce que rien n'est acheté, là tout est fabriqué de A à Z. D'accord. Voilà. Alors je voudrais que tu nous montres une autre de tes pièces, oui. Qui est aussi majestueuse, hein, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te motive à faire toutes ces maquettes? C'est un coup de cœur, tout simplement. Et il en faut de la recherche? Il faut beaucoup de recherche, oui. Il faut beaucoup de patience. Il faut être cool, très très cool. Alors ça, c'est un autre de tes bébés. Alors ça, c'est le dernier bébé. Liberty Ship. Un Liberty Ship, donc, qui a participé au débarquement de Normandie. Les Américains en ont construit 2700 à l'époque. Leur record a été d'en mettre un à l'eau en 5 jours. D'accord. Il faut savoir que c'est un engin qui fait 144 mètres de long en réalité. Et toi que tu as reproduit à quelle échelle? Je travaille toujours au 24e. On va dire le plus compliqué, c'est les formes de la coque. Parce qu'il faut absolument que ce soit comme la réalité. Donc c'est là où il y a un peu plus de travail. On en fait le tour un petit peu, qu'on le découvre, ce bateau-là? Donc là, il était armé. Hein. Ouais, il y a des mitrailleuses, il y a des canons de Beaufort, 40 Beaufort à l'avant. Je ne travaille pas sur plan. Ah bon? Moi, j'achète la maquette en plastique que l'on trouve dans le commerce. D'accord. Je calcule mes coefficients par rapport à l'échelle où je veux travailler. Je fais les dessins de toutes les pièces. D'accord. Je les fabrique. Ouais. Je les monte. Et voilà, et ça fait un bateau. Et ça fait un bateau en combien de temps? Combien d'heures de travail celui-ci? Alors celui-ci, ça a été étagé sur 3 ans, avec beaucoup d'interruptions. Mais il faut compter à peu près 3000 heures de travail. Alors Jean-Pierre, réaliser une maquette comme ça, c'est beaucoup d'heures, mais pour les faire rentrer ici aussi, ces œuvres, c'est beaucoup d'heures également, beaucoup de manutention, il faut de la délicatesse. Quand on parle d'œuvres monumentales ou alors de bateaux de 3 tonnes, vous allez le voir, c'est pas une mince affaire. Vas-y, monte gentiment. Cette patte de tortue vaut son pesant d'or. Les œuvres de Philippe Pasqua voyagent dans le monde entier. Aujourd'hui, elles font leur entrée au musée Mer Marine. Ça change des bennes de béton. C'est plus sympa comme boulot. 4 sculptures magistrales de cet artiste français, parmi les plus cotés dans le monde, vont donc séjourner pour 1 an dans ce nouvel écrin. Une mâchoire de mégalodon d'1 tonne interrogera sur la permanence des océans, mais aussi sur leur fragilité. Le parcours permanent dessiné sur papier prend vie à 1 semaine de l'ouverture du musée. C'est très émouvant, c'est des mois et des années de travail qui se concrétisent, donc c'est des moments très intenses et en termes de stress et en termes d'émotion, donc c'est génial. Bateaux, maquettes, sculptures, les œuvres arrivent par centaines. C'est un peu la course, non? Un petit peu, oui, quand même. Ouais. Le paquebot France, un pan de l'histoire nationale, avait naturellement sa place ici. C'est dommage qu'on ne voit pas le dessus, fais voir en descendant, On le fait, de toute façon, tu mets tes accroches de la même façon et on oriente. Pour sa scénographie, François Paillet s'est inspiré des ex-voto, ces répliques de bateaux suspendus dans les églises en échange de la protection divine. Les maquettes volent littéralement. Un bateau posé au sol, c'est un objet qui est mort. Un bateau, c'est fait en fait pour flotter. Finalement, il y a des séries de perspectives qui sont verticales, qui sont horizontales. Et cet élément central permet au public d'avoir toujours un point de repère et d'être l'élément, la colonne vertébrale qui sert à l'ensemble de la circulation du parcours. Ce bateau lune du Bangladesh fait partie de la collection privée de Norbert Fradin.
Il va côtoyer un bateau à vapeur de 1880 sur les 4500 mètres carrés du parcours permanent. Le musée dédié à l'histoire maritime a naturellement trouvé sa place au bassin à flot, cœur du port de Bordeaux. Claire, on vient de le voir dans le reportage, c'est ici aussi un souhait de votre père qu'il n'y ait pas que des maquettes et des souvenirs de la marine du monde entier. Il y a aussi des œuvres d'art, comme celle à côté de laquelle on se trouve. Oui, on a vraiment cette double thématique mer et marine, et donc on se sert de ce deuxième étage, on donne la parole à des artistes d'art contemporain et pour s'exprimer sur l'écologie. Alors là, cette œuvre, elle n'est pas complètement assemblée, hein, non. C'est vraiment work in progress. Work in progress. C'est une tortue de Philippe Pasqua. Vous pouvez nous dire un petit peu à quoi ça va ressembler à l'arrivée? Oui, c'est une tortue de Philippe Pasqua. On va installer les grandes pattes. Là, on peut voir, il y a ces grandes pattes qui font 1,70 m de long, qui vont s'installer de part et d'autre. Et cette tortue, c'est pas seulement un squelette, parce qu'elle est prise dans des filets de pêche. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et puis ce ne sera pas la seule pièce impressionnante, je crois. Là-bas, il y a une mâchoire de mégalodon. Une mâchoire de mégalodon qui fait 4 mètres sur 4 mètres, qui va être posée sur un miroir. Donc les gens pourront se voir depuis longtemps à l'intérieur de la mâchoire de mégalodon. Ça va être assez impressionnant. Et un bac, un container qui va contenir plein de méduses en verre qu'on est en train d'installer aussi, donc ça va être assez, donc assez impressionnant. Encore un autre espace à découvrir dans ce musée mer marine. On se rend mieux compte à la fois de cet espace où vous pourrez justement donner des cartes blanches, pardon messieurs, aux artistes qui seront invités, et en même temps voilà, de cette ouverture qu'on a sur le bassin à flot juste derrière. Ça va être un super terrain de jeu pour vous. Oui, un très chouette terrain de jeu. Et puis dans cet espace donc, du deuxième étage, on veut renouveler, parce que l'écologie c'est un thème qui fait parler sans cesse dans l'actualité. Donc on veut renouveler un petit peu les collections. Donc ça va être terrain de jeu assez important. D'accord. Et alors ils auront, les visiteurs comme les artistes, cette vue magnifique sur le bassin à flot, où on voit tout, exactement le paradoxe et en même temps le foisonnement de ce quartier qui est entre le moderne et l'ancien. C'est des choses qu'on peut aussi retrouver à La Rochelle, où il y a le musée maritime, où il y a un certain nombre de bateaux anciens qui sont exposés et qu'on peut retrouver, comme le Dauphin vert, que je vous propose de découvrir vous aussi. De l'acajou, du cuivre, du teck et même de la porcelaine de Limoges. Quand Antoine Simon découvre le Dauphin vert dans le port de Mortagne sur Gironde il y a 2 ans, il sait que ce n'est pas un simple bateau qu'il s'apprête à acheter, c'est une œuvre d'art. Alors oui, bien sûr, c'est une folie, un rêve de môme. Mais la semaine dernière, en quittant le Vieux-Port pour une de ses premières sorties, Antoine a pris un sérieux coup de jeune. J'ai l'impression de redevenir un enfant. Et l'autre jour, sur les quais du bassin des Chalutiers, des touristes étrangers, américains, m'abordaient et me disaient « Ah, vous êtes fiers et vous êtes heureux ». Je dis « Oui, c'est vrai, je suis heureux. » Et fier. Et fier aussi. À bord, ce jour-là, des amis du musée maritime, bien sûr, et parmi eux, Claude Dragère, l'ancien propriétaire. C'est son oncle Charles qui avait commandé ce ketch à l'architecte Eugène Cornu en 1955 avec une requête toute particulière, récupérer sur son ancien yacht ses boiseries en chêne, réalisées par un sculpteur de Montmartre dans les années 30. Ça se passe comme ça chez les Dragères. Ça a été ma maison de campagne pendant 20 ans. On a fait les côtes d'Angleterre, on a fait la Bretagne tout autour. Et c'était notre maison. J'ai la chance d'avoir été élevé au milieu de bateaux tellement exceptionnels que pour moi c'était un bateau. Exceptionnel. C'est toi qui l'ajoutes. C'est en tout cas un bateau que j'aime et que j'adore. Restauré pendant 1 an dans le chantier d'Espierres à La Rochelle, le Dauphin avait retrouvé l'eau en avril dernier. Un événement pour tous les amateurs de yachting. Le bateau avait été classé monument historique en 2011. Je fais un petit peu le parallèle à un tableau. Le tableau, c'est celui qui le peint, qui en est propriétaire. Nous, on l'utilise, on l'entretient, on le garde, comme dirait un ami. Bon, c'est une belle aventure, un grand projet.
L'année prochaine, le Dauphin vert reprendra le large vers le Cap-Vert avec Antoine et sa famille. Un autre rêve de môme va devenir réalité. Allez, on se retrouve ici au premier étage du musée, parmi cette exposition dédiée aux grands navigateurs de ce siècle et du siècle passé, comme Alain Gerbaud. L'occasion de vous embarquer à bord du clapotis, un sloop baliseur de l'île d'Oléron qui a navigué à cette époque-là. Du haut du mât de ce sloop, 100 ans de l'histoire de la marine à voile oléronaise vous contemple. Un miracle en bois que l'on doit évidemment à des passionnés qui ne pouvaient se résoudre de voir cette vieille coque à l'abandon sur le quai de Boyarville. Alors certes, ils ne sont pas nombreux ceux qui ont vu Clapotis en activité en tant que baliseur auxiliaire. Et c'est justement une des missions de l'association que de perpétrer ce souvenir. Maintenir le bateau en état de navigabilité, former des équipages et avoir ce rôle d'ambassadeur et de Saint-Pierre et de toute l'île d'Oléron, justement au titre du patrimoine. C'est vraiment un bateau du patrimoine local d'Oléron puisqu'il a été construit en 1920 sur le port de Boyarville. Bateau de travail, mais aussi fin régatier avant la Seconde Guerre mondiale. Ismaël Poitou, simple employé du service des phares et balises, a sûrement une petite idée en tête quand il commence à construire lui-même le voilier. Joindre l'utile à l'agréable. Son fils Pierre lui succédera à la barre après avoir embarqué dès l'âge de 13 ans. Succession, transmission, et aujourd'hui encore toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes manœuvres. Il est très dur à la barre. Après, s'il est bien réglé sur les voiles d'avant, tout va bien. On a juste un petit geste à faire pour le contrôler, quoi. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne, voilà. Et la relève est assurée. Sur Clapotis, Lorraine a retrouvé l'essentiel, le plaisir de naviguer. J'ai fait de la voile sportive en club, et c'est en venant sur les vieux gréements que j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais dans la voile. C'est le plaisir de naviguer, pas seulement faire de la vitesse, de la régate, etc. Mais Clapotis a besoin de vous. Via la Fondation de France, vous pouvez vous aussi maintenir à flot ce monument historique pour garder le souvenir d'Ismaël, de Pierre et de toutes celles et ceux qui, depuis 100 ans, écrivent l'histoire maritime d'Oléron. Voilà les amis, il est temps de se quitter parce que le temps passe vite. Norbert, merci pour cette visite de ce beau musée. On lui souhaite bon vent pour cette nouvelle vie. Et puis Tanguy, nous, c'est pas fini. Bah si, c'est fini pour la saison, parce que c'est l'été qui arrive et donc on arrête pour là. Mais on reprendra dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures et évidemment, on compte sur vous. Mais avant de se quitter, on va voir quelques-unes des plus belles images de l'émission que vous avez pu suivre depuis le mois de septembre, histoire de se quitter en images.